Dans les années 1990, un homme était plus qualifié que presque toutes les stars d'action de l'époque. 7 fois champion du monde de karaté, plus de 300 victoires mortelles en carrière, un palmarès au Hall of Fame qui éclipsait largement celui de Van Damme en tournoi. Pourtant, les cadres d'Hollywood lui ont dit en face, sans détour, « Ton visage ne se vendra jamais en Amérique ». Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement humilié l'industrie, ça a prouvé qu'ils avaient sous-estimé le public qu'ils prétendaient connaître. Voici l'histoire de comment l'artiste martial le plus titré d'Hollywood a été systématiquement écarté de la gloire et comment sa réponse a construit quelque chose que le cinéma ne pourra jamais détruire. Si cette histoire de résilience et de revanche vous touche déjà, likez la vidéo tout de suite et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucune prochaine plongée dans les destins incroyables des Arrhenius, légende oubliée des 90. Quatrième d'une fratrie de 15 enfants, Billy Wayne Blanks naît le 1er septembre 1955 à Erie, en Pennsylvanie. Un monde qui avait déjà décidé qu'il n'irait nulle part. Son père, Isaac, s'épuise à 2 boulots. Ouvrier dans une aciérie le jour, éboueur la nuit, juste pour mettre à manger sur la table. Ils vivent dans l'un des quartiers les plus durs d'Erie, où survivre est l'unique ambition réaliste. Mais les défis de Billy vont bien au-delà de la pauvreté. Il naît avec une anomalie aux articulations de la hanche qui l'empêche de bouger normalement. Chaque pas est maladroit, chaque geste gauche. Ses propres frères et sœurs se moquent de lui sans relâche. Les profs le voient comme un cas perdu. Et puis il y a la dyslexie. Dans les années 60, on ne comprend pas les troubles d'apprentissage. On le place simplement dans des classes avec des enfants handicapés, mentaux ou en retard de développement. Le système a décidé qu'il était cassé avant même qu'il ait une chance de prouver le contraire. Billy se noie dans un monde qui a déjà écrit la fin de son histoire. Tout bascule le jour où il voit Bruce Lee à la télévision. Là, enfin, quelqu'un qui transforme son corps en arme de précision et de puissance dévastatrice. Billy prend une décision qui doit sembler ridicule à tout le monde allé autour de lui. Il deviendra champion du monde de karaté. À 11 ans, il commence le karaté et le taekwondo. Le problème de hanche qui le rendait maladroit, il l'attaque à coups de drill incessants. La dyslexie qui fait de l'école un cauchemar, il canalise tout dans l'exploit physique. Billy aborde les arts martiaux avec une intensité obsessionnelle née du besoin de prouver quelque chose. À 14 ans, il décroche sa première ceinture noire. Le gamin maladroit que tout le monde avait rayé de la carte est en train de devenir autre chose. Dans la vingtaine, Billy réalise ce que la plupart des artistes martiaux passent leur vie à chasser. Champion AAU, amateur en 1975, champion des Golden Gloves du Massachusetts en 1984, champion des champions tri-État, 7e dan taekwondo, 5e dan karaté, ceinture noire Hangar Kung Fu. Mais c'est en karaté compétitif qu'il devient légende. 7 fois champion du monde, classé Najiro Unarin ou Onmarderekte, full contact karaté aux États-Unis pendant près de 7 ans. Ces duels épiques avec le légendaire Nasty Anderson entrent dans le folklore martial. Plus de 300 victoires en carrière, plus de 30 médailles d'or internationales, capitaine de l'équipe américaine de karaté. En 1982, intronisation au Karate Hall of Fame. À ce stade, Billy n'est plus juste bon. Il est incontestable. Le gamin d'Erie dont personne ne croyait en rien a conquis le monde martial avec un palmarès qui le place au sommet absolu des combattants américains. Et malgré tout ça, Hollywood s'apprête à lui montrer que les règles s'appliquent pas à tout le monde. En 1988, à 33 ans, Billy fait ses valises avec sa famille et s'installe à Los Angeles, la gloire hollywoodienne en ligne de mire. La réalité frappe vite et brutalement. Ce Hall of Famer du karaté ne décroche pas un rôle digne de ce nom. Il prend un boulot de vigile pour survivre. Puis arrive la percée. Catherine Bach a besoin d'un garde du corps pour un tournage à Manille en pleine agitation politique en 1989. Billy gère le chaos
avec la même discipline qui a fait de lui un champion. Les producteurs remarquent, ils l'écrivent dans Driving Force, un petit rôle. Les apparitions commencent le à pleuvoir. Tango & Cash, 1989, avec Stallone et Russell, King of the Kickboxers, 1990, Blood Fist, 1989, film d'action low budget, mais Billy construit son CV. 1991 semble être le vrai tournant. The Last Boy Scout, gros film studio avec Bruce Willis. Billy décroche le rôle de Billy Cole, running back, troublé dans la séquence d'ouverture explosive. C'est intense, ça met en valeur sa physique, ça le place devant des millions de spectateurs. Les insiders commencent à mettre qu'à parler. C'est le schéma Van Damme. Petit rôle, percé, territoire de star d'action. Les grosses offres vont arriver, les budgets gonflés, et dans quelques années, il portera des franchises. C'est comme ça que c'était censé se passer. Des années plus tard, un cadre dira enfin à voix haute ce qu'Hollywood sous-entendait depuis le début. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Au lieu de la A-list, Billy se retrouve coincé sur le tapis roulant du direct-to-video. Talon of the Eagle, 1992, TC 2000, 1993, Expect No Mercy, 1995, Back in Action, 1994, avec Roddy Piper, Showdown, 1993, plus de 28 films dans les 90, souvent en lead. Sur le papier, il bosse sans arrêt. Dans la réalité, il est invisible, ce sont des B-movies, des sorties direct-to-vidéo que les fans hardcore louent en vidéoclub, mais que le grand public ignore. Budget minuscule, scénario formaté, production cheap, les critiques saluent ses capacités physiques, mais pas les limites du film. Voici l'un des plus grands karatékas compétitifs de l'histoire américaine, coincé à faire des films oubliables dans les mois qui suivent. Pendant ce temps, Van Damme headliner Universal Soldier et Time Cop avec gros budget. Seagal touche des salaires à 8 chiffres. Même des acteurs avec bien moins de crédentials ont de meilleures opportunités. L'écart entre les vraies compétences du Peter de Billy et son statut Hollywood s'élargit, et personne ne semble vouloir le combler. Pendant qu'il galère dans le circuit direct-to-vidéo, autre chose se passe. Fin 80s, alors qu'il tient un dojo de karaté à Quincy, Massachusetts, Billy commence à expérimenter quelque chose de nouveau. Il mélange taekwondo, boxe et chorégraphie aérobique en quelque chose qui ne rentre dans aucune catégorie existante. Il l'appelle Tae, Bo, Tae pour taekwondo, plus, Bo pour boxing. C'est high energy, intense, et ça marche vraiment. Les gens sentent la différence immédiatement. Quand il ouvre le Billy Blanks World Training Center à Sherman Oaks, le bouche à oreille fonctionne. Des célébrités débarquent. Paula Abdul devient une early adopter. Quand une star de son calibre valide quelque chose, les gens font attention. Milieu 90s, Billy transforme Tebo en programme complet unique. Il mêle puissance martiale et mouvement accessible. Ça attire hommes et femmes à égalité, rare à l'époque. Les aérobics traditionnels sont presque exclusivement féminins. Billy sait qu'il tient quelque chose d'énorme. Il lui faut juste le bon partenaire de distribution. C'est là qu'il prend un rendez-vous qui va tout changer. Billy s'assoit avec des cadres d'une des plus grosses compagnies vidéo du monde. Ils ont vu Tebo. Ils comprennent le potentiel commercial. La réunion commence bien. Ils adorent. Le concept, ils voient des millions de ventes. Puis la conversation tourne court. Billy n'oubliera jamais. Les cadres le regardent et lâchent leur verdict sans détour. Monsieur Blanks, on aime ce que vous dites, mais vous étant noir, on ne pense pas que ça marchera dans le Midwest. Ils lui disent explicitement qu'il ne plaira pas aux femmes blanches de l'Amérique moyenne à cause de sa couleur de peau. Ce ne sont pas des ploucs racistes de petites villes, ce sont des cadres haut placés d'une grosse société de distribution vidéo dans les années 90, en pleine réunion pro, disant ouvertement à un athlète de classe mondiale que sa race le rend invendable. La réponse de Billy est simple et digne. « Ok, c'est tout. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. » Puis il se lève avec son manager et sort. Son manager est sous le choc. Billy, lui, n'a pas envie d'argumenter avec des gens qui ont déjà pris leur décision.
Il dit à son manager « On rentre au studio et on continue à bosser. Un jour, peut-être qu'on fera cette vidéo quand même, mais à notre façon. » 1998. Billy sort ses vidéos Table lui-même via infomercial. La réponse est nucléaire. 1,5 million de VHS vendus la première année, pas sur plusieurs années, en 12 mois. Le programme génère entre 80 et 130 millions de dollars au lancement, dépassant les 150 millions au total. Table devient un phénomène culturel mondial. Des millions de salons américains et internationaux se remplissent de gens suivant les workouts de Billy. Il révolutionne le fitness à domicile. L'un des premiers programmes à mixer arts martiaux, musique et chorégraphie pour que ça ressemble à une fête plutôt qu'à une punition. Contrairement aux aérobics classiques, quasi exclusivement féminins, Tae Bo attire hommes et femmes à égalité. Maris et femmes, père et fils, famille entière, sinon font du sport ensemble dans le salon. Paula Abdul continue de Polar, l'endosser publiquement. D'autres stars suivent, mais surtout, des millions de gens ordinaires, exactement la démographie Midwest que ces cadres disaient ne pas accepter un prof noir, font de Tae Bo une partie de leur quotidien. Au sommet fin 96 début 2000, Billy Blanks est l'une des personnalités fitness les plus connues de la planète. Son visage est partout. Ses vidéos se vendent plus vite que les distributeurs ne peuvent les presser. Il a construit un empire plus gros que n'importe quelle carrière de star d'action. L'ironie est impossible à rater. Hollywood ne lui donne pas la gloire cinéma mainstream parce que sa race le rend invendable. Alors, il contourne Hollywood et devient exponentiellement plus grand que la plupart des stars d'action qui ont eu les opportunités qu'on lui a refusées. Ces cadres qui disaient que le Midwest blanc ne l'accepterait pas ne se sont pas juste trompés. Ils se sont plantés de façon catastrophique et humiliante, coûtant potentiellement des centaines de millions à leur boîte. Mais le succès massif a un prix personnel. Billy avait épousé Gail Godfrey en 1974, rencontrée en cours de karaté. Peu après, il adopte sa fille Shell. Ensemble, ils ont un fils, Billy Blank Jr. Pendant plus de 30 ans, ils construisent leur vie. Les deux enfants suivent leur père dans le fitness. Shell apparaît dans les vidéos Tae Bo et crée son propre programme. Billy Jr. devient danseur et instructeur fitness, travaillant avec Madonna, Quincy Jones et Paula Abdul. L'entreprise familiale prospère. Il présente l'image de la famille fitness parfaite, mais en coulisses, tout s'effrite. En 2007, après 33 ans de mariage, Gail demande le divorce pour différences irréconciliables. Des rumeurs parlent d'une liaison de Billy. Le timing parle de lui-même. En novembre 2008, Billy devient père d'une fille, Angelica. La mère, Tomoko Sato, son interprète japonaise, rencontrée en 2007. Le divorce est finalisé en 2008. Sa fille avec Tomoko naît le même novembre. La relation avec Tomoko a clairement commencé pendant le mariage avec Gail. En janvier 2009, Billy et Tomoko se marient officiellement. Il adopte aussi ses deux filles d'une précédente relation. Le succès ne répare pas le caractère. Le bouleversement personnel coïncide avec la sortie progressive de Billy des radars. Après le pic Tae Bo, la conversation culturelle passe à autre chose. Le morceau Drops of Jupiter de Train en 2001 cite « Elle écoute Mozart en faisant du Tae Bo, ce qui garde la marque dans l'inconscient collectif, mais la fige comme un phénomène 90s. De nouveaux trends fitness émergent. L'attention médiatique se disperse. En 2009, Billy déménage au Japon avec sa nouvelle famille. Là-bas, surnommé Chocolate Fighter, il trouve le succès avec Billy's Bootcamp. Aux États-Unis, il lance des actions judiciaires contre d'anciens avocats et comptables, signe de complications financières. En 2011, caméo dans Jack and Jill d'Adam Sandler. Film massacré par la critique. Ça montre que son stock Hollywood a beaucoup baissé. Pendant plusieurs années, Billy semble dériver professionnellement.
Plus de nouveaux contenus fitness pour les Américains, plus de films. Il devient ce mec qu'on se souvient vaguement des 90. Puis en 2016, Sports Illustrated le profile en mode comeback. Il enseigne encore, toujours en forme incroyable, fait des déclarations audacieuses sur son legs. Il dit que Tae-Bo est la pierre de Rosette du fitness, que tout le fitness moderne en découle. Il suggère même que l'essor du MMA vient en partie de l'influence Tae-Bo. Dana White a commencé comme instructeur cardio-kickboxing. En 2019, Billy sort sa première nouvelle série fitness en 19 ans, Billy's Boom Boxing, sur iTunes. Réception modeste. Puis en 2020, la pandémie frappe. Les gyms ferment partout. Les gens cherchent des workouts maison sur YouTube. Soudain, la chaîne de Billy explose. Nostalgiques qui reviennent. Plus, nouvelle génération qui découvre. Son nombre d'abonnés approche les 500 000. Les commentaires débordent d'histoires. Je faisais ça avec ma mère dans les 90. C'est plus dur que n'importe quel workout moderne. Billy Blanks est une légende. À un âge où la plupart des coachs fitness prennent leur retraite, Billy reconnecte avec le public. En 2024, à 69 ans, il apparaît dans The Last Committee, film martial réunissant des stars d'action de 90s. Ça prouve qu'il n'a jamais abandonné son rêve originel. Alors, qu'est-ce qui a vraiment foiré sa carrière Hollywood ? Le timing a joué, fin 80s, début 90, le marché action est saturé, stars établies, Van Damme, Seagal, Norris, Schwarzenegger, Stallone. Le genre est bondé, les meilleurs scripts et gros budgets sont pris. Le typecasting l'enferme dans les rôles martiaux alors que Hollywood produit presque plus de films martiaux en salle. Le racisme systémique que les cadres vidéo ont dit à voix haute mais qui opère partout dans l'industrie. On lui dit clairement que sa race le rend invendable pour le public mainstream. Mais ce n'est pas une opinion isolée. C'est l'assomption générale sur qui peut porter un film et ce que le public acceptera. Les stars d'action blanche lit-on ont des deals de développement et des sorties salles. Les artistes martiaux noirs se retrouvent relégués en B-movies, peu importe les crédentials. Le vrai concurrent de Billy n'est pas les autres acteurs, c'est toute la structure d'industrie qui a décidé à quoi ressemble le succès avant même qu'il passe une audition. Mais ce qui rend l'histoire de Billy plus grande que le simple rejet Hollywood, son échec à devenir star cinéma l'a mené à quelque chose de bien plus important. Tae-Bo a touché des dizaines de millions de vies dans le monde, il a rendu le fitness accessible à des gens qui n'avaient jamais fait de sport. Il a brisé les barrières entre programmes masculins et féminins. Il a prouvé que le fitness à la maison pouvait être fun et efficace. Billy a créé un empire plus gros que la plupart des carrières de stars d'action réunies. Fortune estimée à 20-22 millions, bâtie à ces conditions sans l'approbation d'Hollywood. Contrairement à beaucoup de stars d'action qui s'éteignent dans la cinquantaine, Billy reste pertinent sur des décennies. Il s'est réinventé, a trouvé de nouveaux publics, a continué quand la plupart auraient arrêté. À 69 ans, il enseigne encore, connecte encore avec les gens, inspire encore à se pousser plus loin. L'industrie qu'il a rejetée comme leading man n'a pas pu l'empêcher de devenir une icône mondiale dans un autre domaine. Ces cadres, qui disaient que le Midwest blanc ne l'accepterait pas, se sont plantés de façon catastrophique. Billy a connecté avec exactement ces gens à un niveau qui transcende leurs préjugés racistes étroits. Son charisme authentique, son esprit motivant sincère, sa passion réelle pour aider les gens à se transformer, tout ça les a prouvés faux de la façon la plus publique et la plus rentable possible. Van Damme et Seagal ont fait des fortunes avec des sorties sales. Billy a bâti un leg fondamentalement différent. Tae-Bo reste synonyme de culture fitness 90s, toujours pratiquée par des fans dévoués des décennies après. Son récent comeback YouTube et son apparition en 2024 prouvent qu'il n'a jamais abandonné. Le rejet qu'il a subi, qu'on lui dise qu'il ne plairait pas au public parce qu'il est noir, rend son succès final encore plus puissant. Il a pris ce rejet et en a fait du carburant pour prouver tout le monde faux sur la plus grande scène possible.
Billy Blanks n'a pas conquis Hollywood comme il le rêvait, mais il a conquis quelque chose de bien, plus précieux. Il a bâti un empire à ses conditions, changé le monde du fitness pour toujours et prouvé que parfois le plus grand succès vient des portes qui se ferment devant vous. Le gamin Derry, dont personne ne croyait en rien, est devenu plus grand que n'importe quel rôle cinéma aurait pu le faire. Hollywood a dit que son visage ne se vendrait jamais en Amérique. L'Amérique a prouvé qu'ils avaient tort, des millions de fois. Hollywood n'a pas fait de Billy Blanks une star. Il s'est rendu impossible à ignorer. Qu'en pensez-vous ? Billy Blanks méritait-il mieux à Hollywood ? Et Tae-Bo, c'est toujours le meilleur workout que vous ayez testé ? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument tout. Si cette histoire de revanche et de résilience vous a touché, likez massivement, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires réécritures vraies sur les légendes oubliées des 90 et les coulisses d'Hollywood. Partagez-la avec tous vos potes fans de fitness et de films d'action, ils vont être bluffés. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo choc. À bientôt.